ce fameux budget 2008. On ne bâtira pas une économie solide sans mettre en ordre nos finances publiques, ni mettre en place une fiscalité compétitive. C'est en faisant autant pour relancer la croissance que pour freiner la dépense que nous placerons notre pays sur une trajectoire de rétablissement durable de l'équilibre des comptes publics. Cette croissance, il faut aller la chercher. La conjoncture internationale ne fait pas tout, sinon la croissance française aurait été bien supérieure ces 20 dernières années. Alors oui, nous avons fait le choix d'une baisse modérée des déficits en 2008 parce que nous voulons rétablir les conditions d'une croissance forte en France. Je m'étonne d'ailleurs de voir tant de partisans soudains d'une politique malthusienne. Ayons confiance en l'avenir, investissons. Il y a un coût immédiat, certes, mais c'est une condition pour engranger des profits à venir. C'est exactement la définition de l'investissement. Pourquoi donc l'audace et les bénéfices seraient-ils réservés au seul secteur privé et aux seules entreprises ? Le déficit de l'État passera de 42 milliards en loi de finances initiale 2007 à 41,7 milliards en 2008. Et celui de l'ensemble des administrations publiques sera ramené à 2,3% du PIB après 2,4% cette année. Ces objectifs, et je le dis à ceux qui pourraient en douter, ils seront tenus parce que notre prévision de croissance est très raisonnable, et Christine Lagarde y reviendra, parce que compte tenu de cette prévision de croissance, nous avons fait des prévisions de recettes qui sont volontairement prudentes, comme l'a noté votre rapporteur général. Elles progressent bien moins vite par rapport à l'activité que ce que l'on a pu constater dans les années récentes. Et parce que nous faisons un effort sans précédent pour maîtriser la dépense. Regardez les réformes de structure que nous avons lancées. Regardez les redéploiements et les mesures inscrites dans le PLF comme dans le PLFSS. Regardez enfin le rapport sur la dépense que nous avons justement ajouté à ce projet de loi cette année pour éclairer précisément cette question. Et vous verrez que nos prévisions sont bien étayées. J'ajoute que nous disposons, avec la LOLF, d'un outil efficace, la réserve de précaution, et que cet outil est renforcé dans le projet de loi de finances pour 2008. Les recettes et les dépenses de ce projet de loi de finances ont été élaborées en toute transparence, en toute crédibilité, en toute sincérité. C'est un budget sincère parce qu'il repose sur des hypothèses de croissance réalistes. C'est un budget sincère parce que les prévisions de recettes sont établies de façon prudente. C'est un budget sincère parce que du côté des dépenses, toutes les charges ont été évaluées au plus près. Pour muscler la croissance, nous devons nous attaquer au déficit de travail et au déficit de compétitivité. Le PLF 2008 agit sur les deux composantes d'une économie de marché, l'offre et la demande, souvent d'ailleurs indissociables, et j'y insiste, par trois grandes séries de mesures. Nous revaloriserons le travail et le pouvoir d'achat, nous renforçons les leviers de croissance et nous consolidons le tissu des entreprises. Les 35 heures ont dévalué le travail et limité la progression du pouvoir d'achat. En finançant la baisse massive des prélèvements inscrits dans la loi du 21 août 2007, le PLF 2008 poursuit la démarche que nous avons engagée pour revaloriser le travail et les rémunérations du travail. Cette baisse nous permettra d'alléger nos prélèvements obligatoires qui sont encore parmi les plus élevés d'Europe. Cette démarche sera complétée par l'encouragement de l'emploi des seniors, dont le dispositif vous sera présenté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, car c'est aussi l'une des clés de l'équilibre durable de nos régimes de retraite. Avec une conjoncture internationale moins porteuse, les mesures de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat trouvent encore davantage leur justification aujourd'hui. Et leur effet se fera d'autant plus sentir que ce sont des mesures équitables qui s'adressent pour la plupart d'entre elles aux ménages modestes et aux classes moyennes, c'est-à-dire à ceux dont le revenu est employé en majeure partie à la consommation. C'est le cas à l'évidence de l'exonération des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires. C'est le cas aussi de la mesure facilitant l'accès à la propriété. Sinon, elle ne prendrait pas la forme d'un crédit d'impôt. Elle ne serait pas cumulable avec le prêt à taux zéro et elle ne serait pas plafonnée. Quant au bouclier fiscal, je rappelle que sur les 235 000 contribuables potentiellement concernés, Christine Lagarde tout à l'heure l'a dit en répondant à une question, 200 000 ne sont pas redevables à l'ISF. J'ai d'ailleurs demandé à mes services d'engager une campagne de communication, d'information auprès des contribuables pour que cette mesure touche l'ensemble de son public. Oui, mesdames et messieurs les députés, nous devons préserver notre progressivité fiscale et nous attaquer aux inégalités injustifiées de rémunération. C'est pour ça que nous avons réglementé les parachutes dorés. C'est pourquoi nous sommes favorables à l'assujettissement des stocks options, à une cotisation patronale. Nous y pourvoirons dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
C'est pourquoi aussi ce projet de loi contient d'autres mesures fiscales allant vers le sens et dans le sens de l'équité. C'est le cas de la suppression de la déduction des amendes infligées aux entreprises de leurs bénéfices soumis à l'impôt. C'est le cas également de la décharge de solidarité fiscale entre les époux pour tenir compte de situations qui sont parfois dramatiques. Mais nous devons, dans le même temps, veiller à ne pas porter atteinte aux sources mêmes de la production de revenus. Il faut donc trouver un meilleur équilibre entre éthique républicaine et efficacité économique. Un équilibre qui soit porteur d'égalité par le haut et non pas un équilibre qui aligne tout le monde par le bas.